Bonjour à tous. En fait, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on entend plein de choses, mais on est aussi confronté à sa réalité et comment gérer déjà la réalité. Donc, c'est pour ça que le thème de cet exposé, c'est comment réussir la rénovation de sa chaufferie. Avant toute chose, je vous présente mon entreprise. Donc, Entreprise Fulgoni est une entreprise familiale qui existe maintenant depuis 1964, donc 58 ans. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est rénovation, réhabilitation. Et puis, nous avons aussi un département maintenance qui nous permet d'entretenir nos chaufferies. Donc voilà, on résiste aux grands majors que sont Engie, Veolia. Voilà, on essaie de tenir ferme par rapport à cela, en sachant que la force des PME aujourd'hui, c'est leur réactivité, leur proximité par rapport aux copropriétés et surtout un savoir-faire, puisque tous nos gens sont formés, habilités aux différentes énergies. Je vous ai fait juste un préambule ici parce que c'est vrai que les événements aujourd'hui doivent nous faire réfléchir sur comment gérer l'énergie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les événements en Ukraine. Le baril est en train de descendre puisque ce matin, il était sous la barre des $100. Mais en tout cas, voilà, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, l'énergie va continuer à augmenter. C'est inéluctable à mon sens. On a le problème des matières premières, on a cette crise économique qui est vraiment toujours présente. Donc tout cela contribue à vraiment avoir une réflexion globale sur son patrimoine et sur les éventuelles améliorations qu'on peut y apporter. Donc on va commencer par un quiz et j'ai voulu cette question parce que là aussi tout le monde se pose des tas de questions. Alors quel est notre principal fournisseur de gaz en France ? Donc, si on peut lancer le quiz. Voilà, on vous laisse voter. Alors, mais oui, là, on le sait là aujourd'hui, hein, avec l'actualité qu'il y a eu. Vous savez tous dans le public, vous êtes voilà. On sait la position de la Russie, mais on ne sait pas le reste. Mais on sait pas le reste. Alors, on va les mettre. Oui, la question c'est, on va les mettre dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Alors, vous votez. C'est bon, on a voté. Est-ce que Giovanni, on est dans le bon ordre là? Alors, on n'est pas dans le bon ordre. Ah. Alors, c'était quoi la bonne réponse? La slide suivante va vous apporter la réponse. En fait, c'est la Norvège qui nous fournit le gaz en grande partie, chiffre de 2021. La Russie ne vient qu'en deuxième, les Pays-Bas, l'Algérie, et puis ensuite on a le Qatar, le Nigeria, les États-Unis également, qui sont apporteurs de gaz. Ça fait d'ailleurs débat avec le gaz de schiste. Donc voilà, donc, je pense que c'est important de le dire parce que ça peut rassurer aussi sur les conditions actuelles. Mais comme je voulais un deuxième quiz, je me suis permis cette… Alors en fait, quelle est la consommation énergétique globale en pleine période hivernale en France? Combien on consomme et qu'est-ce que représente la part du gaz? Oui, parce que là on est en gigawatts. Alors, il faudrait parler peut-être gigawatts, absolument. Le public. Je sais pas, une centrale nucléaire, c'est quoi? C'est 1 gigawatt? Non, c'est pas ça. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Hein. Alors là, c'est un. C'est combien? 1 gigawatt, un réacteur. Donc, mais il peut y avoir plusieurs réacteurs. Oui, donc ça, c'est colossal. Donc, il y a deux questions, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a deux questions. Quel est le pic quand on vraiment consomme au maximum l'énergie et combien représente la part du gaz dans… Voilà. Cette part de gaz, on vous laisse répondre. C'est répondu. Giovanni, alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, bien pour la consommation, en effet, 300 gigawatts en pic. Et c'est vrai que la part du gaz représente 130 gigawatts. C'est bien, bravo. Pardon, je suis arrivé. Ça, c'est la consommation juste pour restant Donc, Benjamin. ça veut dire, en fait, pourquoi j'ai voulu évoquer cela? Parce que y a le gaz faisant tellement débat, on en a parlé ce matin encore, mais vous voyez que le mix énergétique est important puisque la part du gaz est importante dans
les apports en énergie vis-à-vis de la population française. Donc, c'est important là aussi de savoir, et j'y reviendrai d'ailleurs sur la partie gaz. Ça, c'est la consommation, juste pour être bien d'accord, c'est la consommation juste globale, hein, c'est Global en tous usages, France, hein. Bâtiment, exactement, le transport. tout. Voilà, OK. hein. Alors, comment déterminer son énergie? Parce que c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on peut… Donc, il existe au moins 4 énergies principales. Les réseaux de chaleur, que les villes possèdent ou ne possèdent pas. Le gaz, alors vous avez vu que je vous ai mis le gaz fossile, c'est-à-dire le gaz naturel que vous utilisez aujourd'hui, et demain la méthanisation qui est en pleine voie d'expansion. C'est vrai qu'on a dit que le fuel disparaîtrait, mais il faut aussi savoir que les pétroliers travaillent beaucoup sur le biofuel. Donc on évoquera également cela. Et la partie électricité, pompe à chaleur, qui est-ce possible, pas possible en fonction de la configuration de son bâtiment. Donc, bien sûr, en fonction de l'énergie choisie, les éléments technologiques sont différents. Quand on a un réseau de chaleur, ce sont des échangeurs qui sont mis en place. Quand on a du fuel ou du gaz, ce sont des chaudières. Et quand on a de l'électricité, ce sont des pompes à chaleur. On peut associer d'ailleurs des pompes à chaleur en relève des chaudières à combustible fuel-gaz. Donc là, je vous ai fait très brièvement des schémas de distribution pour dire, voilà, le réseau de chaleur alimente l'échangeur qui lui-même vous restitue la chaleur demandée. Là, c'est le problème de le phénomène de condensation, hein, c'est-à-dire que là aussi, on a une optimisation de la combustion et par conséquent, on arrive à évacuer des fumées à basse température, ce qui permet de récupérer au maximum la chaleur sur vos besoins. Et enfin, les packs, hein, on capte l'extérieur, que ce soit de l'air, que ce soit de l'eau, hein, tout dépend après les process, et ensuite on les transforme pour les besoins énergétiques de votre immeuble. Je ne rentre pas dans la technique, ça on pourra éventuellement en discuter après. Alors, je veux quand même, avant d'évoquer les chaufferies habituelles que vous rencontrez, aujourd'hui, le seuil qui a été fixé de rejet de CO2 dans l'air, il est de 300 grammes de CO2 par kilowattheure au 1er janvier 2022. Bien évidemment, il y a une volonté de descendre ce seuil aux alentours de 40, enfin c'est même 60 grammes par kilowattheure à l'horizon 2040. Ça veut dire que derrière ça, il nous faut quand même des process, des technologies qui nous amènent à descendre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait, la DHUP évoquait le fait de développer les réseaux de chaleur dans les villes, bien évidemment, puisque là, ça ramène à zéro les gaz à effet de serre. Mais ceci dit, il faut savoir que le gaz méthane, par exemple, va descendre en dessous du seuil de 40 grammes par CO2. Donc, c'est pour ça aussi que, certes, l'électricité est, je dirais, très sollicitée, encore faut-il la produire, et aujourd'hui, on est un petit peu en retard sur la production, mais en tout cas, voilà, ça n'est pas que l'électricité. Le gaz a aussi son avenir, et dans des régions rurales aussi, le biofuel aura sa raison d'être. Toujours est-il que si on revient sur vos chaufferies actuelles, déjà le fait de changer de chaudière, ça vous amène des économies. Les chaudières installées dans les années 2000 ont un rendement entre 86 et 90%. Les chaudières actuellement sur le marché à haute performance énergétique ont des rendements entre 105 et 108%. Alors, pourquoi ? Donc déjà, on note que le fait de changer sa chaudière, c'est déjà 20% d'économie, ne serait-ce que par les rendements. Seulement, il faut être raisonnable, c'est comme tout. C'est que la chaudière, c'est une chose, mais tout ce qu'il y a autour, la distribution,
en est une autre. Et elle va impacter, là encore, sur les performances du matériel installé. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une chaufferie à rénover? C'est déjà de réfléchir sur le matériel de production, qu'il soit adapté par rapport à l'énergie choisie. Il faut aussi tenir compte des artères, en quelque sorte, de la distribution. Est-ce que c'est un chauffage par radiateur? Est-ce que c'est un chauffage par le sol? Voilà, donc, est-ce que c'est un chauffage à air chaud? Parce que ça existe aussi encore dans certains immeubles. Et bien évidemment, le but, c'est d'améliorer l'ensemble, pas que la chaudière. En chaufferie, pourquoi on préfère 2 chaudières plutôt qu'une? C'est parce que tout simplement, on améliore les surfaces d'échange, donc on améliore la performance du matériel. L'avantage aussi d'avoir 2 chaudières, c'est que c'est une sécurité, c'est qu'on a un meilleur rendement puisque les 2 chaudières vont travailler en parallèle et non pas une après l'autre. Et ensuite, on va adapter la puissance, notamment pour faire de l'eau chaude l'été, qui sera optimisée puisqu'on n'aura pas besoin de la puissance totale des 2 chaudières. Ajouté à cela, on va mettre en place une régulation qui va permettre d'optimiser la distribution de chauffage dans vos appartements. Pourquoi j'ai marqué si possible connecté? C'est parce qu'aujourd'hui, vous le connaissez, on attend tous de la réactivité des entreprises. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident d'être réactif. Pourquoi? Circulation, stationnement, etc. J'en passe. Donc, le but de la connectivité, c'est d'avoir la main mise sur votre installation à distance. Et ça, c'est quelque chose dont il faut réfléchir parce que c'est quelque chose qui se développe gentiment, mais lentement, mais sûrement, comme on dit. Mais en tout cas, avoir la main sur une installation à distance, c'est important. Ne serait-ce que pour changer la courbe de chauffe. Vous savez, des fois, vous dites, là, il fait trop chaud, est-ce qu'on ne peut pas descendre la courbe de chauffe? Le faire à distance, c'est immédiat. Le temps d'attendre un technicien, etc., qui veulent bien se déplacer, c'est des fois des pertes de quelques heures, voire de journées. Désembouer une installation, c'est aussi important. Améliorer la circulation du fluide caloporteur. Équilibrer ses colonnes, c'est aussi un autre domaine clé dans l'économie d'énergie. Le calorifuge des réseaux et éventuellement la régulation finale, c'est-à-dire d'équiper tous les radiateurs de robinet thermostatique pour permettre une optimisation du chauffage. Vous voyez, sur cette vue, vous avez en fait la démonstration d'un déséquilibre sur une installation. Il y a des appartements qui sont mieux chauffés que d'autres et en fonction de l'éloignement, voilà, on se retrouve des fois en perte. Donc, le fait d'équilibrer le réseau va nous permettre déjà de faire ce qu'on appelle une régulation verticale, c'est-à-dire avec des vannes de pied de colonne. Et ensuite, radiateur par radiateur, on fait ce qu'on appelle un équilibrage horizontal, étage par étage, pour essayer d'obtenir une température à peu près constante en fonction de la localisation des appartements. On a évoqué un sujet à mon sens, très important. C'est la maintenance des installations. Parce que rénover, c'est une chose, mais les entretenir en est une autre. Je prends pour exemple, et là je vais peut-être faire bondir quelques intervenants, on a parlé tout à l'heure du solaire. De ma connaissance, il y a très peu d'installations solaires qui marchent très bien. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'on a investi dans du matériel qui aujourd'hui pose problème parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas entretenu ou ça a été mal calculé dès le départ. Donc, c'est pour vous dire que la maintenance, pour moi, est essentielle. Alors, des fois, on dit oui, mais ça a un coût. C'est vrai que la maintenance a un coût. Mais elle est essentielle pour vous permettre de réaliser des économies. Je vous ai mis un exemple, un brûleur mal réglé peut engendrer 10% de consommation supplémentaire. Par exemple, vous décidez de dire, voilà, nos appartements sont chauffés à 22 degrés, on voudrait passer à 21. Le simple fait de réduire d'1 degré, c'est 7% d'économie sur notre note énergétique.
Ce n'est pas négligeable. Donc, c'est pour ça que la proximité entre le mainteneur et la copropriété est essentielle. Et si l'installation est connectée à distance, c'est encore plus facile pour régler les installations. Et puis, il y a l'eau chaude sanitaire. Alors là, il n'y a pas d'économie possible puisque l'eau chaude, il faut qu'elle soit chaude. Donc, il faut qu'elle soit entre 55 et 58 degrés, hein, sa température normale. Donc, souvent, on a, de fait de la propagation de la légionelle, on a souvent privilégié des installations dites instantanées. C'est-à-dire qu'on a une chaudière et on a une production d'eau chaude instantanée. Sauf que le problème de la production d'eau chaude instantanée, c'est énergivore. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de puissance en amont. Donc, par conséquent, on a des méthodes, c'est-à-dire en installant des ballons primaires pour permettre justement aux chaudières de ne pas monter en température immédiate, mais monter progressivement et d'assurer l'eau chaude toujours de façon instantanée à l'immeuble. Donc, c'est un process qui est particulièrement utilisé et efficace. Ah, ça avait pu passer. Ah ben, voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère avoir été clair sur ce sujet qui particulièrement… Voilà, là, il y a tes coordonnées. Merci, Giovanni. Allez, on peut applaudir Giovanni. Voilà, c'est pour cette dernière intervention. Alors oui, il y avait des questions, Giovanni, qui étaient posées sur le bois. Est-ce que bon, alors, est-ce qu'on fait est-ce qu'on a des chaudières sur les copropriétés qui marchent avec du bois, avec des… Toi, tu as déjà vu ça ou pas? Alors, je vois que tu es dubitatif. Alors, en région parisienne, s'entend, hein, en région parisienne proche de Paris, Paris est première couronne. Moi, j'ai rencontré 2 installations à Pelay, hein, dont on nous a sollicité pour un contrat de maintenance. Bon, le problème du bois, c'est l'apport. Hein, il faut livrer, ça prend de la… Il faut livrer, il faut une zone de stockage qui n'est pas évidente. Et puis, ça nécessite voilà, une prestation de maintenance complémentaire. C'est à la marge, quoi, finalement. Oui, je pense que c'est plus vrai sur le milieu rural ou sur le milieu de banlieue, mais éloigné. Ouais. Alors, je crois aussi il y a un gros travail. Là, tu parlais de changer de chaudière et faire des travaux, et donc on voit toutes les économies qui peuvent être réalisées. Mais il y a un gros travail aussi d'équilibrage sur la chaudière. Même si on change, sans changer la chaudière, quand on fait des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, il faut refaire tout l'équilibrage derrière. Absolument. Et là, vous avez un gros rôle à jouer. C'est très complémentaire. C'est pour ça que par rapport aux façadiers et autres, aux gens qui changent les fenêtres, c'est très complémentaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que une fois qu'on a installé la chaufferie, si on l'installe après les travaux d'isolation, la puissance de la chaudière va être calculée en fonction du nouveau bâtiment. Mais des fois, on fait l'inverse parce que c'est la chaufferie qui est faite en premier. Et donc, l'aspect équilibrage est d'autant plus important parce que ça va nous permettre d'affiner et d'optimiser la puissance du générateur. Parce que ce que tu décrivais, c'est qu'aussi, il y a plein de paramètres à suivre pour qu'on optimise, on gagne 5% à droite, 5% par-ci, 5%. Bon, au bout du compte, ça fait beaucoup de pourcentages. Mais est-ce que du coup, vous avez des systèmes qui sont automatiques de contrôle à distance, de pilotage? Comment ça se passe aujourd'hui dans les… Si la régulation est connectée à distance, en fonction des sondes qu'on va mettre en place, on va avoir tous les renseignements nécessaires. Les températures, les pressions, les dysfonctionnements d'appareils en fonction de… Donc, on a toutes les informations nécessaires qu'on peut traiter à distance, bien évidemment. Oui, donc on voit finalement il y a un triple geste à opérer. Il faut, d'ailleurs on en parlait une fois en déjeunant ensemble, il faut diminuer les températures de chauffe dans les logements, parce que là je pense que là on a aussi… Ça c'est une éducation. Il y a une éducation, mais en tout cas c'est un élément de diminuer l'énergie finale qui est consommée.
Il y a un geste aussi de rénovation et d'isolation des bâtiments. Et puis, il y a un geste aussi de la production de cette chaleur qui doit être optimisée le plus tant que faire se peut. Absolument. Voilà, donc c'est là-dessus que vous jouez. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette présentation.